Bon, C'est pas tout ça. c'est pas tout ça, on va commencer. Mais c'est quoi ce mélange de verre déjà? C'est pas ce partage de siège qu'on Qui va est à partager. qui là? Je partage. C'est un mélange de quoi à qui? C'est érotique. Mélange de fluide. Bon, on est d'accord qu'on commence ou pas? Oui. Ah bon, super. On fait sans micro ce soir, c'est très bien. Est-ce qu'on nous entend au fond quand on parle comme ça, avec un air très Les gens font solennel? Oui? Les gens font une moue. Les gens font une moue. Ah. Absolument rien de Qui bien. fait une moue? Les gens qui font la moue se déclarent. C'était à jamais. On parle... Ah non, ah bah non. Bon, bonjour tout le monde. On va commencer comme d'habitude par remercier la librairie qui nous accueille. Merci, merci, merci. Je présente très rapidement la rencontre. On va présenter la collection Antonin et moi, les genres d'éditeurs de cette collection. On va aussi poser une ou deux questions à chacun de nos auteurs ici présents, Julien, Maël, moi, parce que le mec fait les deux, quoi, et Guy. On va aussi lire des extraits chacun. Voilà, ça va être un peu comme ça en quinconce. On va aussi vous donner la parole à la fin de la rencontre. Le tout durera 3 quarts d'heure, 1 heure grand max, parce que voilà, il fait chaud, vous êtes debout, pour certains d'entre vous. Et puis après, vos questions, il y aura un moment plus informel si vous voulez venir nous parler individuellement ou collectivement. Voire carrément faire des dédicaces si vous et on en a la foi. Donc peut-être qu'on présente la collection pour commencer. Bien sûr. Je donne la parole à Antonin qui va le faire beaucoup mieux que moi. Pour présenter cette collection Pédale, en fait, je vais commencer par parler d'une autre collection qui s'appelait Les Histoires PD. C'est un truc que j'avais fait avec Guillaume Marie il y a 5 ans maintenant. Et pour moi, c'est important d'en parler parce que ça vient de là. C'est-à-dire que le projet là qu'on mène ensemble vient de ce projet précédent, qui était d'abord un petit défi que m'avait lancé Guillaume Marie. Il m'avait envoyé une nouvelle érotique qu'il avait écrite. Et il m'avait dit, et toi, quand est-ce que tu en écris une? Et c'est presque rien, en fait, comme invitation, mais ça m'avait pas mal chamboulé, parce que, en fait, je m'étais rendu compte que j'avais jamais écrit un texte vraiment explicite, alors que j'aime bien parler de désir, d'amour. Je crois que dans les textes que j'avais déjà écrits, publiés, il y avait quand même de la sensualité. Et c'est comme si finalement, peut-être, j'avais pas osé aller jusqu'au moment où ça deviendrait explicite. Et du coup, ça m'a un peu troublé quand il m'a dit, vas-y, lance-toi. Donc je l'avais fait. Une fois qu'il avait écrit une nouvelle, et puis moi aussi, bon, qu'est-ce qu'on fait de ça? On s'est dit, on pourrait faire une collection. Donc on a invité d'autres amis à nous rejoindre. Et en fait, la ligne éditoriale, c'est celle qu'on a gardée pour Pédale. C'est pour ça que j'en parle. C'était explicite, donc, c'est érotique, ou porno, je ne sais pas trop la différence. Et en fait, c'est pas seulement que ça parle de sexe ou que ça montre du sexe, c'est qu'on a envie d'exciter le lecteur. C'est pour ça que j'aime bien le mot porno, parce qu'a priori, le porno, on le lit pour s'exciter, quoi. Mais alors, la ligne, plus précisément, c'est on voudrait que ce soit joyeux, ou au moins que ça fasse du bien. Et ça semble élémentaire, peut-être, mais on s'est aperçu que on n'en avait pas lu tant que ça, nous, des romans dans lesquels il y a des scènes de sexe qui font juste du bien et qui ne s'inscrivent pas dans quelque chose qui est hyper nécessaire et sur lequel on écrit aussi, mais qui peut être de transgresser des interdits, de s'accepter, d'aller au-delà de la honte de soi, tous ces récits de coming out qui sont hyper nécessaires et tout, mais là en fait on s'est dit notre ligne c'est pas ça, c'est juste notre désir qui nous guide, sans aucun contexte social, sans homophobie, on est dans un monde débarrassé de ça. Les textes sont courts, on peut se le permettre. On a envie de faire l'amour avec quelqu'un, ou même tout seul. Enfin, en tout cas, on a envie de sexe, et on le fait, et ça fait du bien. Donc la ligne, c'est ça. Et après, chaque auteur reste dans son univers. Et c'est pour ça que, comme on est tous différents, il y a de la diversité dans la collection. Et on avait fait 12 volumes avec Guillaume, que vous pouvez retrouver ici si vous ne les connaissez pas. Et puis à l'époque, on ne se connaissait pas si bien que ça, avec Baptiste. Et du coup, quand tu m'as dit pourquoi je suis pas dedans, parce que en fait, on avait décidé d'arrêter la collection. Mais comme tu m'as
t'as beaucoup insisté. Non, mais en fait, bon, voilà, on a changé le nom parce que c'est plus Guillaume et moi, c'est Baptiste et moi, donc c'est nouveau. On a trouvé ce titre formidable. Voilà, pédale, Grâce parce au que... Véli parisien. Ouais, parce que pédaler, rayonner, hein, vous voyez ça sur toutes les stations de Vélib. Avec des twinks merveilleux. Ouais, qui sont en des vélos. extase. Voilà. Donc pédaler, rayonner, parce que voilà, cette collection a une petite ambition un peu feel good, on s'en cache pas du tout. Et voilà comment ça a commencé. Ouais, et c'est marrant parce que moi au début quand on s'était rencontrés et que tu portais ça, politiquement même ça me posait un peu problème parce que moi j'étais habitué à une littérature PD d'autofiction, torturée, ça va mal, avec un truc où je pensais que c'était, enfin je porte toujours, hein, mais c'est très important de porter des voix comme ça et aussi mine de rien malgré moi un discours sur l'homosexualité et du coup je me suis dit quand même au fil du temps qu'on s'est vu, fréquenté, parlé, etc. Que en fait politiquement ça se tient de porter une littérature joyeuse et parce que c'est bizarre de dire on écrit des textes en dehors de ou dans les textes on est en dehors de la société, enfin moi ça me va pas du tout ça, mais en fait si parce que c'est l'utopie, enfin en fait c'est l'utopie réalisée et je crois que la littérature ça sert aussi à ça et en fait politiquement ça me va totalement et aussi que voilà au milieu de tout ce qu'on peut lire de la comment je pourrais dire production littéraire homosexuelle, je vais dire cette phrase mais il y a aussi des choses comme ça, des fenêtres, des portes ouvertes et je pense que les deux peuvent tout à fait cohabiter et je pense que je pourrais en parler tout à l'heure particulièrement par rapport à mon texte. Mais ouais, faire cohabiter en fait ces livres durs peut-être, enfin durs, je veux dire affectivement, enfin des choses vraiment sur la vie PD complexe, et aussi des choses mais juste trop belles, trop excitantes, trop mignonnes, trop sympa quoi. Donc c'est aussi pour ça qu'à un moment oui j'ai insisté apparemment pour, oui. On s'est dit qu'on pouvait pour lancer ça avec toi quoi, parce que faire ça seul, je suis là, moi je sais pas déposer un ISBN et tout, enfin j'ai trop la flemme d'apprendre ça. Et toi tu sais, et voilà. Mais c'est ça, donc on s'est dit que faire de la politique c'est pas seulement critiquer le réel, c'est aussi proposer autre chose. Parce que sinon, si on veut juste, on continue de dire qu'on vit dans un monde pourri, bon ok, on le sait, on a dit ça, c'est bien de le dire, puis à un moment, c'est un peu étouffant quoi. Donc on essaye aussi de proposer autre chose, voilà, le monde dans lequel on a envie de vivre. Après, les histoires qu'on publie, elles sont pas toutes hyper joyeuses non plus, mais en tout cas, elles sont un peu débarrassées de ces sujets un peu lourds. C'est qu'on peut se concentrer uniquement sur la question du désir, qui est déjà assez complexe comme ça, sans s'embarrasser de toutes les autres. Et puis après, si on est deux, c'est juste parce que c'est mieux de travailler ensemble. Et donc, on invite les copains. Et donc, on en a 4. 4 premiers titres ce soir. Oui. On sait déjà à peu près quels seront les 4-5 prochains. On les sortira 4 par 4. Voilà. Certains d'entre vous ont déjà acheté ceux qui n'existent pas encore. Donc, je vous rassure, ils existeront. Voilà. Tous les 6 mois, on dit ça? Peut-être, ouais. On commence par qui? par Julien. Bonsoir. Je vais quand même te présenter rapidement. Tu es écrivain, tu es aussi journaliste. Je veux dire que tu as quand même publié tes premiers romans en Rayon, la collection dirigée par Diftan au début des années 2000. Tu travailles aussi pour la presse écrite et la radio. On en parlait encore il y a 2 jours. J'avais oublié que tu travaillais parfois pour... Comment ça s'appelle? Pour Radio France. Et là... Non, pour France Radio, mais ça faisait France Travail, j'ai eu une angoisse. Mais non, pour France Culture particulièrement. Et là, tu viens de publier ton dernier roman, Ils étaient de l'Est, aux éditions Abstraction. Je crois qu'on peut le trouver dans nos rayons. Et en plus, on est à côté parce que nos noms de famille commencent par TH. Exactement, THE même. Et je suis content de... Enfin, je suis content, remarque, j'adore Chantal Thomas, mais je suis plus content d'être à côté de toi que de Chantal. Tu as écrit pour nous un texte qui s'appelle Sail Away With Me, Honey. Je voulais revenir, je sais pas si tu t'en souviens, mais quand on s'est vus tous les 3, avec Antonin, et toi, et moi, pour te parler de ce projet et pour te commander un texte, tu étais un peu dubitatif, on va dire, sur ta capacité à répondre à une telle commande avec ce cadre assez clair qu'on vient d'énoncer, là, joyeux, pour nous, etc. Et finalement, je crois que tu as été le premier à nous envoyer quelque chose, enfin, ça a été très rapide, si mes souvenirs sont bons. Est-ce que peut-être tu peux nous parler de ce moment-là
entre cette discussion tous les trois et le moment où tu t'es auto-autorisé à écrire Bien sûr. ça, Ouais. qui est plutôt différent de ce que tu fais d'habitude. C'est vrai qu'il y a l'aspect la commande, hein, c'est comme aller au musée, enfin, il y a tout d'un coup on vous commande quelque chose et parfois la commande suffit à déclencher l'écriture. Donc ça, c'était déjà ce désir-là tout d'un coup de répondre à une commande. Et puis, ouais, quelque chose est venu, et puis c'était pas non plus un texte très long, c'était 30 000 signes à peu près, donc le chemin paraissait pas très long, j'ai commencé, je voyais déjà un peu le... Voilà, c'était pas un marathon, j'ai pris beaucoup de plaisir à écrire ce texte. Et je me suis inscrit, je pense, dans le contexte que tu décris, en faisant appel à des souvenirs, à mon imagination. Il y a aussi l'aspect fantasmatique qui peut être présent, il y a l'aspect réaliste, autobiographique. Enfin, il y a beaucoup de dimensions littéraires qu'on peut utiliser, je pense, dans ce cadre-là. Et en fait, c'est venu naturellement. Donc, une fois que j'ai commencé, je suis allé tout droit et j'ai fait le texte. Voilà. Et ouais, c'est quand même assez différent, quoi. Enfin, j'avais lu moi tes romans Au Rayon et puis l'avant-dernier aussi, du Bleu, et c'est rarement quand même aussi explicite aussi sur l'intime et la sexualité, on va dire. Donc, Ouais, je pense que j'avais écrit un jour un journal, le Oui. journal d'une relation qui était, je pense, assez explicite, que je n'ai pas publié. Je pense que ce livre vient se rebrancher justement sur ce texte qui n'est jamais paru. Donc j'ai quand même écrit j'ai déjà écrit le corps, le désir, la sexualité, j'ai déjà pratiqué en fait. Et donc voilà, ça m'a donné l'occasion de montrer quelque chose qui soit un peu narratif, qui raconte une histoire, qui raconte un amour, qui raconte des moments de sexe. Donc voilà, merci beaucoup de m'avoir donné cette occasion, j'ai pris beaucoup de plaisir à écrire ça. donc t'as pratiqué l'écriture de ça, mais pas forcément sa publication. Enfin, en fait, ce journal, il avait été toujours... Voilà, ouais, quand tu fais référence à mes livres précédents, c'est vrai qu'il y a quand même la figure de l'amant qui passe quand même dans les rues bleues, parce que c'est comme une exploration de la jeunesse, de la nuit, donc c'est quand même présent. Et après, c'est pas tant dans les thématiques que dans la musique, dans l'énergie du livre. Je pense que dans ce livre-là, je retrouve un peu l'énergie des rues bleues, qui est une énergie festive, qui a beaucoup de fluidité, il y a quelque chose qui nous emporte. Donc voilà. Au-delà de la thématique, je pense que les livres se ressemblent aussi par la façon dont ils sont écrits. Et pour moi, c'est presque, ça me paraît pas si différent de ce que j'ai pu faire, notamment dans les rues bleues. C'est toujours dans Après, le ils étaient de l'Est et Le pays d'où l'on ne revient jamais, c'est plus des romans, des récits familiaux. Donc c'est beaucoup plus éclaté, beaucoup plus fragmenté, plus douloureux. Là, il y a quelque chose de plus fluide, j'ai l'impression. Alors aussi, tu étais dans notre première liste, parce que en fait, comme moi je me suis souvenu, comment ça a été un défi pour moi d'écrire un truc érotique, et pourquoi en fait cet ami Guillaume Marie a voulu lire ça de moi alors qu'il ne savait pas si je savais... Enfin, et en fait nous on s'est dit, déjà on aime ce que tu écris, une sensibilité, une sensualité, des choses où on s'est dit, tiens, une scène de sexe avec ce style-là, par cette personne-là, on a envie de lire ça. Et finalement, même sur un texte très très bref, on retrouve vachement ce qu'on aime dans tes livres longs, c'est-à-dire avec un rythme assez lent finalement, où tu aimes aussi des répétitions, tu mets en place une musique, d'ailleurs, si le titre c'est une musique, c'est pas pour rien. On sent, t'as réussi à garder, oui, t'as réussi à garder ça en quelques pages. Et du coup, là, c'est un truc un peu rare, je pense. C'est l'expérience du désir, pas de la. Parce que souvent, quand on fantasme des histoires, on écrit une histoire érotique, c'est souvent des premières fois, voire des fois uniques, qu'on écrit comme si c'était ça les plus intenses. Et celle que tu décris, toi, la plus intense, c'est pas forcément la première, c'est comment. Avec les années, parce que ça dure des années. Voilà. Donc, c'est la singularité, je pense, de ce que tu as écrit. Moi, j'avais envie de raconter un peu l'usure, pas l'usure du désir, mais plutôt la permanence du désir dans des corps qui s'usent. C'est comment ça traverse en fait les années en 35 pages. Voilà. Donc c'est un peu comme une fusée qui part et puis qui retombe, mais qui a quand même toujours la trace qui est là. Ouais, d'évoluer. Et pour revenir sur l'aspect fantasmatique, il y a quelque chose de particulier quand même dans ton texte, ça qualitativement, et de très beau, c'est l'utilisation du conditionnel. Bon, je sais pas, on va avoir une discussion sur la grammaire, mais cette utilisation du conditionnel là, ça crée quelque chose entre les deux garçons, les deux gars. C'est-à-dire que tout est une éventualité. C'est toujours ça pourrait, ça aurait pu, et c'est très beau parce que c'est jamais vraiment nostalgique. Sinon, je pense pas que ça nous aurait forcément correspondu. Enfin, en tout cas pour la ligne, moi j'aurais adoré. Mais c'est plus je sais pas, ce conditionnel quoi. C'est plus une manière d'ouvrir les possibles, et en ça s'inscrit complètement dans la ligne. Et donc ça, c'est complètement utopique d'ailleurs.
Je voulais savoir comment ça t'est venu, le En fait, conditionnel, très on va dire, naturellement, en fait, et qu'est-ce que ça t'a permis, quoi. très naturellement, le conditionnel, c'est vraiment comme quand on est petit, on dirait qu'on fait ceci, et puis on jouerait à ça, et puis toi tu serais ça, et puis moi je serais ça. C'est l'imaginaire. Voilà, c'est l'imaginaire. Donc en fait, l'histoire est racontée au passé à l'imparfait, mais se double l'inconditionnel. Parce qu'en fait, il y a le souvenir, il y a la réalité de ce qui a été vécu, et il y a cette espèce de fantasme ou de rêve ou de fiction de ce qui aurait pu être. Donc en fait, c'est vraiment intense, c'est comme les vitesses sur lesquelles je joue, et l'une et l'autre en fait fonctionnent bien ensemble. Voilà. Oui, c'est complètement entré en... Conditionnel, c'est vraiment le En temps du alternance. fantasme, parce qu'on parle de fantasme, mais le fantasme, c'est jamais que un rêve, une rêverie, un désir, c'est tout ce qu'on désire, mais de manière très très globale. Et dedans, il va y avoir du fantasme au sens sexuel, mais un fantasme, ça peut être aussi, on aurait voulu que ça tourne autrement. Et presque, on ne sait pas ce qui est vrai et faux, et ça, c'est génial. Enfin, moi, j'adore ça aussi. Est-ce que peut-être tu peux nous lire un petit extrait? Donc, je vais lire, voilà, donc Maël va se préparer. Donc, tu n'as que 3 minutes, je vais lire un très court extrait. Très bien. Il n'y a pas tellement de sexe dedans. C'est le début, le tout début, mais c'est vraiment une mise en bouche, c'est parce qu'après vous allez entendre d'autres textes. C'est une mise en bouche. Voilà, Ils s'étaient rencontrés, jeunes, attirés l'un par l'autre, dans l'obscurité d'un bar. Ils s'étaient rapprochés, ils avaient commencé à parler avant de s'embrasser. Leur corps était proche déjà. C'était dans l'obscurité d'un bar, il y avait beaucoup de fumée, de son autour d'eux. Peut-être y avait-il des fumigènes ou de la fumée de clope, comme avant dans les bars. La rencontre est une fumée, une brume. Un homme se détache dans le lot, dans la foule. C'est une apparition prête à s'évanouir, fugace. Une apparition à faire durer, une bulle de douceur prête à crever. Faisons durer, durer, durer cette présence, ce halo, cet hologramme charmant. Ils se parlaient dans l'obscurité, le boucan d'un bar. Quelque chose en eux était proche déjà, bien qu'ils ne soient pas plus proches physiquement que deux gars qui parlent dans l'obscurité d'un bar. Leurs désirs, leurs émotions étaient en avance. L'un percevait l'énergie de l'autre, son charme. L'autre était aimanté, fasciné, émerveillé par de petites choses de l'un, son sourire, sa vivacité. Il commençait à mélanger les paroles. Avant le corps, les journées. Par hasard, c'était un jour, une soirée de hasard, la forme était sortie du flot, du flux, des mouvements erratiques du magma humain. Tu veux boire autre chose? C'était peut-être la première question, le premier mot, le premier cadeau. Oui, je veux bien. Ils s'étaient attardés. Ils avaient laissé les gens quitter le bar. Le bar se vidait peu à peu, puis se re-remplissait. Il y avait comme dans le métro un renouvellement des gens. Eux ne bougeaient pas, collés contre le mur, se séduisant clairement. Chacun seul avec ses pensées. On va rentrer ensemble, je vais le suivre dans la rue, on verra bien, mais je vais tenter. Il est mignon, c'est fou. Ils n'avaient pas bu bière sur bière, juste un verre, l'un ne prenait que du soft, l'autre un petit fond de vodka. Ils avaient commencé à se raconter leur vie. Puis il y avait eu cette marche nocturne, il y avait eu des pas sur le bitume, des maisons endormies, des voitures filantes, monstrueuses, sales. Il y avait la nuit qu'on dit propice aux amoureux. Avant de coucher ensemble, ils avaient marché longtemps. L'histoire s'écrirait peut-être au conditionnel. Ils baiseraient comme des oufs et en redemanderaient. Ils ne seraient pas fidèles, mais ce serait une passion, un truc à vivre à fond. Un sexe comme ils n'en avaient jamais connu. Wild et qui dure. Ils se seraient pris et repris encore. Pénétrés de l'importance de l'autre. De l'impossibilité de le garder, de le comprendre, d'en faire le tour. Ils auraient baisé pendant des semaines, des mois, avant que l'un disparaisse, meure ou coupe le contact, devienne un fantôme, un ghost, un vrai de vrai à cause de cet accident stupide, ou de la pratique commune bien pratique du ghosting. Ils auraient écrit l'histoire au conditionnel dans leur tête, mais pour l'instant ils la vivaient au présent, racontée au passé. Ils marchaient donc dans la rue. Merci, bien, trop beau. On quitte la rue de Paris pour entrer à l'intérieur d'un sauna. Si Maël arrive. Je marche, je suis nu. Je prends des chemins que je ne reconnais pas, des dédales entiers.
Je frôle des mains, des chairs et des regards. L'oculaire y est parole. Ici, les yeux ont des voix. S'attardent, se faufilent, défilent ou dévient. Les yeux sont les doigts, autorisent avant de s'éprendre, caressent avant de caresser, expérimentent le désir avant d'être déchargés. Dans le dédale, des ombres passent et disparaissent. Dans le dédale, des miroirs de toutes formes, des écrans projettent d'autres corps, d'autres temps, intouchables. Je vois les ombres de choses invisibles, des figures dansantes que je suis d'instinct. C'est un lieu de tous les sens, et je me plonge dans sa moiteur en me glissant dans l'eau d'une piscine à remous. Je porte ma nudité seule, sans même plus la voir autre que reflet qui s'agrandit ou rétrécit jusqu'à se fondre. Ma peau plonge en douceur pour atteindre une nouvelle profondeur. À l'intérieur, je suis au centre de tous les passages de tous les hommes qui passent. Un point d'observation idéal. Immobile face au mouvement des déambulations et des oscillations sur les parois qui m'entourent. Un homme passe et je le regarde, un autre et il me regarde, un autre et il vient me rejoindre. Sa main lève mon menton, vers lui il caresse mes lèvres. Je hoche la tête, sors ma langue, prend sa bite entre mes doigts. Je lèche, gobe, crache parfois, je câline son ventre rond. Il caresse mes cheveux, les siens s'égouttent sur mon front, sur mon torse, partout sur moi. Son eau et nos substances se mélangent. Salive de bouche en bouche jusqu'aux liquides séminaux. Je goûte tout de lui et tout de moi sur lui devient nous. Il lève mes jambes, positionne ses hanches, m'encule. Nous sommes les remous au remous que sa mousse et éclabousse. Nu, mes jambes contre mon ventre, je suis l'eau hors de l'eau et je me vois dans ses yeux. Nous ne nous lâchons pas du regard. Ça rentre et sort, mais ça reste au cœur. Je me vois le prendre vivant et vorace. Je me vois mordiller ses lèvres qui viennent à moi s'abreuver du désir. Je le veux entier. Je le veux éclater. Lui en moi en lui. Je le veux intérieur, extérieur. Tu peux, oui, me baiser et parler l'amour. Dire que j'ai un corps, dire que j'en ai plus, dire tout et son contraire pour le plaisir de dire. Je m'assois sur lui, maintenant ça remue dans le vrai bas. C'est profond. Jusqu'à quel point c'est profond? Je crache dans sa bouche, je crache dans mes mains. Je suis de mes doigts la trajectoire de sa bite en mon bassin. Ses mains serrent mon cou. Je récite des vers nouveaux. Plus fort, plus fort, plus fort. Vibre de ma gorge, plus bas, plus haut, doucement plus fort. S'agite en moi le décor de sa peau. Je me retourne pour qu'il revienne. Ses bras m'étreignent, j'aperçois sur les carrés du carrelage les reflets de mon corps éclaboussé. Est-ce bien moi? Je suis oscillé, fou. Est-ce bien ce que je vois de moi, flou? Mon corps projeté sur les parois, humide et en faisceau ici. Je tends mon bras, frôle l'image et la lumière change du bleu au mauve. Nos baisers continuent jusqu'à s'endormir, se suspendre au temps qui ne revient pas. Le temps en ce lieu est différent, il me dit. Merci, il me dit. À bientôt, je l'arrête. Attends, je dois savoir. J'ai entendu dire qu'il y avait une chambre ici, spéciale. Ici, une chambre unique. Il la cherche aussi, depuis des mois. Il vient ici pour la trouver, il prend ma main pour sortir de la piscine jusqu'aux douches.
me masse, me savonne, me nettoie et m'embrasse, puis se sépare de moi, se noie aux ombres. Je sens encore du feu en moi. Je continue. Je dois trouver la chambre dont les rumeurs parlent. J'ai regretté d'avoir oublié mon éventail. Est-ce que tu veux te rhabiller Non, ça me va. On reste comme ça, on reste comme ça. Bon, bah, tant mieux, parce qu'on va parler du sauna. Je sais pas si vous avez compris, hein, c'était à peu près ça dont ça parlait. Je voulais savoir en fait tout connement pourquoi le sauna, parce que je m'en souviens, je crois, qu'on en parlait à la sortie du livre de Lucien, Oui. Midi, Minuit, Sauna, juste après le lancement au Moi la Bouche, justement, de l'importance d'écrire sur ces lieux de drague, et sur ces lieux de drague et sur les lieux de cruising d'ailleurs en général. Quand on t'a demandé d'écrire quelque chose pour Pédale Pédale, est-ce que le sauna c'était évident pour toi tout de suite? Voilà. En fait, c'est ce qui m'est venu tout de suite parce que c'était ma propre expérience sexuelle. C'était, pour moi, le sauna, c'était quelque chose de très étrange au premier abord, de très bizarre. Il y avait vraiment cet aspect de foule, d'hommes qui passent, qui repassent, qui reviennent. Il y avait ce truc très sexuel, mais cette mélodie presque, assez lancinante. Et puis surtout, en fait, j'avais l'impression de voir des hommes que je ne voyais pas, ou alors que si, je voyais tous les jours, mais en costume, bien habillés. Et Et là tout le monde est en serviette. là, tout le monde est en serviette, tout le monde est nu. D'habitude, je me promène pas en serviette, justement, des fois j'enlève la serviette. Et en fait, ça m'a donné une autre vision à la fois de mon désir. Et c'est de ça dont je voulais parler aussi, surtout dans cette nouvelle-là, c'est à quel point ça peut devenir une quête presque émancipatrice d'un point de vue sexuel, mais même d'un point de vue identitaire, que de se trouver dans ce genre d'endroit. On peut penser que tout est très cloisonné, tout est très secret et tout. Il y a quelque chose, en fait, quand on parle de sauna, il y a quand même, je sais pas, cette crainte, je trouve, dans les yeux, même de notre propre communauté, et toujours ces questionnements, cette interrogation de ce qui s'y passe. Et en fait, il s'y passe beaucoup de choses. Et c'est ça qui est jouissif aussi, quoi. Il se passe beaucoup de choses et je m'en souviens de Lucien même qui racontait des discussions avec genre un couple hétéro qui était là mais ça existe? Oui, complètement. Genre il y a un lieu où vous venez pour baiser, mais je pense qu'il s'imaginait fantasmer beaucoup de choses. Tu parlais de vision du désir, il y a aussi, on l'a un peu entendu quand même, question de ça dans ton texte, et tu parlais aussi j'ai oublié mais je veux dire, il y a deux choses là, quand tu parles de vision du désir, il y a aussi la notion de reflet et du reflet de soi, je crois que c'est quelque chose que tu articules assez dans ce texte-là. C'est... moi, dans le sexe, ce qui m'excite énormément, et en fait c'est un peu ma façon de fonctionner dans le sexe, c'est que j'ai l'impression que le sexe peut démultiplier sa propre identité et son propre corps. Et donc il y avait aussi cette idée, donc la chambre dont les rumeurs parlent, c'est un peu la chambre que moi je préfère dans les saunas. Et en fait dans le sauna il y a aussi tout un jeu de regard en fait. C'est ce que Lucien, regard de l'autre. Lucien il en parle très bien dans son livre. Et parce qu'en fait tout est vraiment mis pour qu'il y ait cet aspect un peu de voyeurisme et d'exhibitionnisme quand même. Et c'est tout un jeu de désir, entre objet, sujet, voilà, c'est vraiment toute une mécanique. Et donc il y a ces miroirs en permanence, et en tout cas dans beaucoup de pièces. Et moi, ce sont les pièces qui m'excitent le plus. Donc dans la chambre des rumeurs, il y a beaucoup de miroirs. Ouais. C'est ça. Parce que justement, il y a ce côté démultiplication et c'est à la fois revenir à soi et puis en même temps se voir un peu extérieur. Et il y a tout un jeu autour de ça, en fait, d'être à la fois intérieur, extérieur et je sais pas. Je pense que c'est une bonne définition de la sexualité, ouais. Intérieur, extérieur. Je me souviens aussi qu'avec Antonin, on s'était dit tous les deux qu'on était très curieux de te lire sur ce registre. Parce qu'on te lit beaucoup aussi, et on s'était dit qu'est-ce que Maël pourrait
produire, entre guillemets, avec sa manière d'écrire, avec sa langue, etc., sur un registre, un registre plus cru aussi. Est-ce que c'était un défi pour toi d'aller dans ce sens? Dans le côté cru, oui, parfois. Ouais. Ouais. C'est vrai que c'était pas évident. C'est pas vraiment ce que tu nous habitues à lire. Oui. Et je me souviens il y avait une version et on est revenu après sur Oui. la version et Ah on oui, m'a oui. dit d'y aller un peu plus fort, Oui, c'est même, moi sur qui l'ai les, dit, même ça. sur les termes quoi. Mais en fait, Oui, il y avait des métaphores en fait. c'est ça, oui. Ouais. Oui, alors qu'il faut dire bit, Voilà. il faut. On peut ne pas, mais là on peut se le permettre. Oui, là il fallait. Hein. Mm. Pardon. Ouais, donc c'était pas évident, mais en fait, vraiment cette histoire m'est venue tout de suite. Hmm. Et j'ai pris tellement de plaisir à l'écrire cette histoire. Donc c'était pas évident au début, mais ça l'est vite devenu pour moi en tout cas. Ouais. C'est marrant parce que c'est vraiment ce qui revient, je pense, pour chacun de nous, c'est que c'est à la fois un défi à la base, alors que c'est quand même la chose la plus évidente qui soit, mais c'est que c'est tellement, on en parlera peut-être un peu plus tard, mais c'est tellement dur, tellement dur. C'est tellement pas évident en tout cas d'écrire ça, et au final on y prend grave du plaisir quoi, en tant qu'auteur aussi, et je crois en tant que lecteur. Est-ce que tu as... Là, en fait, pareil, pour nous c'était une évidence qu'on voulait te lire parce qu'on te connaît, on sait comment tu parles de tes expériences sexuelles. Et c'est ça qu'on trouvait génial, c'est qu'effectivement ces lieux alors que moi je connais pas pour le coup, j'adore comment t'en parles parce que c'est toujours avec poésie en fait, et tendresse souvent, tendresse avec des inconnus, ce qui va pas de soi en fait quand on le pratique pas, et on sent qu'à chaque fois c'est une rencontre, même si ça dure quelques minutes, c'est quand même une rencontre. Et là on sent comment effectivement chacun, le regard de chacun est comme un miroir pour toi, mais pour autant j'ai pas l'impression que tu les instrumentalises comme des miroirs, c'est-à-dire qu'il y a quand même une rencontre, tu as envie de l'autre quoi. Et donc ça j'aime bien comment t'en parles, c'est comme ça que t'en parles. Et donc finalement c'est comme ça que tu l'écris aussi, c'est pour ça qu'on avait envie de te lire. Ouais, c'est gentil. Tendresse qui est d'ailleurs le dernier mot, enfin c'est pas un spoil, mais le dernier mot du livre de Lucien. Pas de hasard. On passe tranquillement du sauna à la forêt. Je cherche des transitions comme ça. Hein. Voilà. J'ai pas trouvé de lien, je me suis dit comment on chauffe le sauna, le forêt. L'humidité de la forêt. Et... voilà, la moiteur, les champignons. Je parle de la forêt. Hein. Je parle de la forêt. Je vais me proposer de lire, Guy. Avant, je te présente quand même rapidement aussi. Tu es un des éditeurs des éditions Paulette, dont on peut retrouver beaucoup de titres ici d'ailleurs, et dont la collection Gratacu, ça ne s'invente pas quand même, hein, est consacrée à la littérature LGBT+. Tu es aussi auteur, en solo, en collectif. C'est sans surprise que le personnage de ton histoire ne reste pas seul, bien longtemps. C'est une formule que tu avais trouvée, parce qu'il travaille souvent en collectif. Et... on s'était dit que par rapport au texte, voilà, il faut que vous lisiez le texte pour comprendre, sinon c'est un peu bizarre. Mais vous avez l'esprit bien mal tourné. Voilà, c'est absolument adapté. Je te laisse lire, premièrement, avant que on te pose quelques questions. Alors, donc le personnage de Gilles retourne dans la forêt de son enfance, en fait, chercher des champignons. Et il retombe sur une vieille construction qui sert de maison. À l'abri de l'averse, il imagine qu'il s'agit de sa maison, sa petite maison à lui. Pour une vie libérée des parents et de l'école, là sa table, là son lit. Et parce qu'il s'ennuie comme un rat mort et qu'il n'est même pas 10 heures, il glisse une main dans son caleçon. Des scènes toujours plus osées l'échauffent. Par exemple, un garde forestier le surprend. Gilles n'aime pas les chasseurs, la maisonnette est devenue le refuge d'un brave employé communal. L'homme observe Gilles par la fenêtre et sourit. Il entre, se met à l'aise, s'allonge sur le matelas. Gilles vient l'embrasser et ils s'endorment levés l'un contre l'autre, comme dans le lait médiéval qu'il lit au secondaire. Ils vivent ici ensemble, rien que tous les deux. Quand l'homme part travailler, Gilles l'attend, cuisine pour lui, ramasse du bois et nettoie leur intérieur. Il est fréquemment retourné à la cahute avec le même objectif. Passer le temps. D'une fois à l'autre, les lieux ne changent pas, hormis les bouteilles de bière.
Il aime l'idée d'être un visiteur clandestin, un invisible elfe de la forêt. La cahute l'entraîne dans une dimension onirique. Jusqu'au jour où, sur la table, un couteau est posé. Il n'était pas là auparavant, Gilles l'aurait vu. Il n'aime pas les couteaux. Il sort aussitôt pour ne jamais revenir. Craquement soudain. Tiré de ses pensées, Gilles se cache derrière un chêne. Sa famille lui a appris à se dissimuler des voitures qui passent. Les autres cueilleurs sont des rivaux, qu'on salue sans s'attarder. Il a grandi avec la peur de croiser un inconnu. Pas un sanglier ou un renard, non. Un homme, forcément massif, hirsute. On l'a mis en garde à ce sujet. Certains hommes vivent en marginaux, parfois dans une cahute, parfois en pleine ville. Il ne faut pas s'en approcher. Un homme qui connaît bien la forêt a de mauvaises intentions. Mais ce n'est pas un vagabond, ni un chasseur aujourd'hui, nul fantôme du passé. Il s'agit d'un simple promeneur. Le gars de la voiture rouge peut-être. Loup, loup, ici. Un berger suisse, le poil blanc, trottine jusqu'à Gilles et vient renifler ses bottes. L'animal se renseigne sans avertir son maître. « File, allez !» murmure Gilles. Le chien pose son derrière dans les feuilles. « Va-t'en !» insiste Gilles. Le chien se lèche les babines plusieurs fois sans bouger. Pour ne pas flanquer la frousse à celui qui approche, Gilles résout de se montrer. Il lève une main, ose un bonjour un peu sonore et s'arrête. « Tu parles d'un rôdeur. Il est beau. Il a le menton frais, un regard bleu qui soulève des boucles blondes. De son épais vêtement de laine dépassent 2 mains, légèrement sèches, assez fortes. L'une serre un panier en osier. Le soleil peut bien se faufiler entre les troncs. Ce garçon sait se jouer de la lumière qui voudrait l'attraper. D'ordinaire, Gilles n'est pas doué pour les rencontres. Lorsqu'il est séduit, il devient légèrement idiot. « Salut » dit l'autre. « Loup ne t'a pas fait peur ?» Il oublie souvent d'obéir. De tempérament curieux, Loïc se penche pour guigner dans le sac en plastique de Gilles. Il n'y a pas de champignons à l'intérieur, juste le petit guide mycologique et un paquet de mouchoirs. Lorsqu'à son tour il tend son panier, Gilles découvre 3 boules terreuses. Ah, tu n'as rien trouvé non plus. Si, des truffes, il faut encore les nettoyer. Loup est un chien truffier. Gilles regarde Loup, qui halète, puis Loïc, qui sourit. Il sait bien que les chasseurs de truffes existent, mais il n'en a jamais croisé. Dans cette forêt, personne ne lui en a jamais parlé. Et soudain, juste à côté du pied de Loïc, il voit une superbe morille. Noire, dressée, n'attendant que lui. Il se penche réjoui, à moi qui pensais rentrer bredouille. Alors, Loïc se méprend. Il lui passe la main contre la nuque, convaincu que la tête de l'autre cherche déjà son entrejambe audacieusement. Gilles est un garçon prudent. Il préfère s'agenouiller, pour ne pas tomber. Il passe son nez contre la protubérance, sous le velours côtelé, juste à hauteur de son visage. Oubliez la morille. C'est drôle, j'avais complètement oublié que c'était vraiment très drôle. En fait, peut-être de te l'entendre lire, mais ouais, enfin c'est hyper rigolo. Quand on pense pornographie, ça va un peu avec d'ailleurs, mais quand on pense pornographie et littérature pornographique, on va dire, on pense pas forcément champignons et forêt, quoique le dernier film de Guy Roddy pourrait nous contredire. Je voulais savoir pourquoi c'est très bête, juste pourquoi la forêt, pourquoi cet endroit particulièrement. Je m'étais lancé dans un texte un peu comme ça, en ayant lu les histoires PD d'ailleurs. Et je me suis dit peut-être qu'un jour j'en ferai quelque chose, ou alors je l'enverrai à Antonin juste pour que ça l'amuse. Et puis après je suis resté un peu au milieu du gué, si on peut dire ça comme ça. C'est-à-dire que j'ai pas terminé ce texte. Et puis voilà, le projet est arrivé. Et tu as demandé si j'avais quelque chose qui traînait. Et il y avait cette histoire effectivement d'un homme dans la forêt. Et sur un continuum narratif, en fait, il avait fait une première étape. C'est-à-dire qu'il y avait eu un premier acte. Et puis, il fallait construire le deuxième acte. Voilà, parce que, en tout cas, de mon point de vue, soit
la situation démarre, hop, on y va, on tient jusqu'à la fin, et puis on redescend. Et puis moi, j'avais envie d'arrondir tout ça, et puis de faire un premier à-coup et un deuxième. Voilà. C'est quoi ce deuxième acte alors? Tu t'en souviens pas? Si. Le deuxième acte, bah, c'est qu'ils sont 3. Ah, au milieu du guet? Non mais pardon, t'as dit ça, j'ai envie de noter cette phrase, mais comment tu écris gay? C'est pas une blague, hein, vraiment, je suis très point de blague là. G-U, Oui, accent aigu. et ça veut dire quoi? Waouh, je suis écrivain, je sais pas ce que ça veut dire. Bah, c'est quand tu veux traverser la rivière en fait, c'est le lit C'est de une la rivière, rivière. c'est le lit de la rivière, le Non, guet? c'est quand Pardon. la rivière est assez. Parenthèse. Un gué, c'est quand tu peux traverser la rivière à Non, pied parce qu'elle est non. très peu profonde. C'est bon, Voilà. je suis pas très d'accord, mais. D'accord. Bon, je découvre des mots, hein, voilà, vendredi soir on boit la bouche. N'importe quoi. Je l'ai dit tout à l'heure, c'est pas ta première fois en tant qu'auteur, loin de là. Pour autant, est-ce que c'est un peu la même question, mais parce que je pense que c'est, comme je disais juste avant, ce qui nous taraude ce soir particulièrement. Est-ce que c'est habituel pour toi d'écrire ça, d'écrire sur ce registre là, du coup, voilà, c'est un peu la même question que je posais à Maël, mais D'être aussi explicite, quoi. voilà. Non, ce qui est habituel pour moi, c'est plutôt d'écrire des choses un peu drôles ou ironiques. Donc on retrouve un peu d'ailleurs. Oui. La preuve. Mais qui en même temps posent un peu les mêmes questions que tout ce qui peut aller du côté de l'érotisme ou de la pornographie. Est-ce que c'est encore de la littérature? Est-ce que c'est légitime dans le champ littéraire? Parce que le rire, très souvent, c'est pas très bien considéré. C'est vu comme de la facilité. Alors qu'en réalité, je pense qu'il est plus facile de faire pleurer que de faire rire les gens. Et donc, je sais pas si c'est facile de faire bander les gens, mais c'est ce que j'ai essayé de faire. Et pour le coup, c'était assez... Je trouve que ce que j'ai trouvé difficile, c'est pas de se confronter à un vocabulaire dont des fois on n'a pas l'habitude dans un texte, parce que finalement, dans le comique, il y a des effets de rupture, et donc ça peut autoriser différents registres de langue, c'est pas grave. C'était plutôt de se dire, techniquement, comment on va décrire des choses en fait, sur qu'est-ce qu'on choisit d'éluder et qu'est-ce qu'on choisit de montrer, où est-ce que la caméra regarde et où est-ce qu'elle ne regarde pas. Ah, c'est marrant, j'avais pas perçu ça que de par ta pratique voilà, de l'écriture de ce genre qui est peut-être moins considéré littéraire. Finalement, oui, tu avais un autre rapport à, on va dire, l'écriture pornographique pour aller vite. Mais c'est rigolo. Bah, en fait, je pense aussi, pour être un écrivain sérieux, il faut écrire des trucs tristes. Pour écrire, pour parler de sexe, il faut avoir des fantasmes un peu chelous aussi. Et du coup, écrire des scènes de sexe avec des gens gentils qui ont des fantasmes faciles, moi c'est un défi qui m'intéresse vachement. Parce que justement, tu vas pas dans le kink bizarre, dans la transgression. Bah, déjà, parce que c'était interdit dans la ligne éditoriale, la transgression, il n'y a pas un interdit. Enfin, toute personne va vous voir dans la forêt, donc c'est même pas le j'ai peur de me faire choper. Non, juste. Et le fantasme, je vois que tu as noté aussi du brave employé communal. C'est tellement drôle. Voilà, et qui est mycologique. Tu fantasmes pas les méchants, quoi. Et t'es un gentil qui fantasme les gentils dans ce texte. Et ça, c'est un peu rare dans la littérature érotique. Oui, ou même d'ailleurs dans la littérature PD en général. Voilà. Oui. D'une façon générale, ça va paraître un peu enfoncer des portes ouvertes, mais j'aime pas beaucoup la méchanceté. Et donc, quand on m'a demandé de fantasmer une histoire érotico-pornographique, j'avais envie qu'elle se passe entre des gars gentils. Mais, même si au début il y a quand même une légère appréhension, quoi. On se dit, voilà, tu dis que tu es dans la forêt, que c'est pas un endroit, c'est un endroit où on t'a toujours dit de faire attention. En fait, très vite, il est tellement brave. Et puis le troisième est aussi tellement brave qu'en fait très vite, on oublie toutes ces mises en garde familiales. Mais je pense que c'est un peu comme le sauna, c'est un peu comme le texte de Maël, c'est est-ce que c'est possible ou pas d'aller vers une personne qu'on ne connaît pas et de lui donner énormément sur un registre qui n'est pas habituel socialement. Et ça, que ce soit dans une forêt, un sauna, la question, ou même dans un bar assis à un comptoir, elle est la même. J'ai envie, j'ai envie qu'on lise cette phrase, non? Ah. Ça va tellement bien avec ta réponse là, le mien. Le mien. Non, mais il faut lire celle d'avant. Oui, pardon. Donc évidemment, ils finissent par ressortir de la forêt et Gilles dit « Tu sais ce que disait mon grand-père? Les champignons aiment les demi-saisons. C'est joli, je trouve. » Et il lui a répondu « Le mien disait « Les homos, c'est comme les champignons, suffit de se pencher pour en trouver. »
Finalement, il n'avait pas tort. Oui, je trouve que ça va très bien avec ta réponse. Est-ce que tu as autre chose à demander à notre cher Guy ou... Tu dis ça parce que t'as pas hâte de passer à ce tour. Mais c'est Oui. ton tour. Parce que oui, moi je fais genre, j'anime la rencontre, mais en fait, T'as écrit un bouquin aussi. Ouais, j'ai écrit un truc dessus et j'ai pas m'auto-posé les questions, enfin, hein. C'est très bien. Et la preuve, hein, parce que c'est moi qui ai fait le déroulé, et là, il y a un blanc pour que Antonin... Pour que je puisse inventer les questions que j'ai envie de te poser. Voilà, j'ai pas préparé les questions que Antonin va me poser, quoi. Je suis pas sûr pour égocentrique quand même. Donc maintenant, c'est à moi, apparemment. Tout à fait. Ouais. Donc ça s'appelle Faut bien que je me mouille. Ouais. Et, alors tu vas nous expliquer quand même d'où vient ce titre, mais forcément moi ça m'a fait marrer quand tu l'as envoyé parce que bon c'est quand même si on fait cette collection c'est parce que tu le voulais. Et que On le voulait. que le point de départ de tout ça c'est quand même moi j'aurais voulu écrire un texte qui soit publié et puis finalement tu dis on va lancer la collection, on sera les éditeurs. Des gens commencent à nous envoyer des textes. Et puis, on a eu toujours pas le tien. Alors que le point de départ, c'est quand même. Oui, c'est vrai. Ah oui, j'étais le dernier à l'envoyer. Bah, Ouais. oui. Ah oui, c'est vrai. Et du coup, quand je reçois ton texte, Tellement de il faut travail. bien que je me mouille. Il dit bah oui, enfin il se mouille parce que tu commences à donner ton avis sur ce que font les autres. Et puis toi, voilà. Donc tu te mouilles. Juste pourquoi ce titre ça vient Bon, alors attends, parce que faut que je prenne tout. Prends des notes. C'est marrant, j'avais pas du tout pensé à ça. J'avais comme oublié que j'étais le dernier à faire ça, mais j'avais tellement de travail. Je voyerais ça. Non, pourquoi ce titre? Alors, tout bêtement, je suis très nul en titre, pour être très concret, enfin très nul, en tout cas j'aime pas ça. Et souvent je pique des phrases à des gens, et bon, comment dire, c'est une phrase d'une chanson de Bachung, hein, voilà, on va pas, je vais pas aller chercher très loin. Et souvent mes titres, c'est soit des phrases de chansons, des phrases de chansons de Véronique Sanson ou de Bachung. Bon, choisissez. Mais voilà, et pourquoi faut bien que je me mouille? Alors moi j'avais pas du tout vu ce sens-là qui est brillant de fallait que je m'y mette. Mais je m'y suis mis, je me suis mouillé. Pourquoi? Surtout parce que ça se passe à l'océan quand même. Et faut bien que je me mouille, c'est à la fois je rencontre un gars tombé du ciel, littéralement. Bon bah faut bien que je me mouille, que j'aille lui parler, parce que je suis un peu contraint à aller parler à tous les gars qui tombent du ciel. Parce que en fait on nage ensemble. Et j'ai grandi au bord de la mer, je vais tous les étés au bord de l'océan. C'est absolument à cet endroit-là, à l'océan, dans les Landes, que j'ai compris que j'étais PD. Bon ça, les gens qui me connaissent le savent, pour l'avoir entendu 600 millions de fois. Mais c'est complètement là-bas que j'ai compris que j'étais PD. Pourquoi? Parce que des centaines de Hollandais, qui, je sais pas pourquoi, mais à cet endroit-là particulièrement plutôt familial, arrivent par car de Hollande pour faire du surf. C'est vrai, enfin, là je n'invente pas, c'est absolument vrai. Et la moitié du camping où on va en famille depuis que j'ai 2 ans et demi est possédé par ces... Enfin, possédé... genre, non mais vraiment possédé dans le sens propriété privée capitaliste, quoi. Et a été acheté par ces surf camps de Hollandais. Quand on a 8, 10, 15 ans, je sais pas, quand on voit des Hollandais qui ont un sens de la pudeur particulier, qui se changent en gros sans serviette pour aller surfer là avec des corps complètement ahurissants, et qu'à côté il y a des Hollandaises absolument inintéressantes à mes yeux, esthétiquement uniquement bien sûr, voilà, on comprend qu'on est PD. Et ça c'est sûr que c'est un vieux désir. Avec toute cette histoire que tu as dite des histoires PD, etc., et d'écrire un truc comme ça. J'avais trop envie, mais j'avais pas écrire, parce que normalement j'écris des romans, j'avais non plus écrit un roman sur je suis enfant, je vais à l'océan, quoique ça pourrait être très bien. Mais je voulais, voilà, un truc court, bref, juste très simple je vais à l'océan tous les étés depuis que j'ai 3 ans, et c'est là-bas que j'ai découvert que j'étais PD, et les Hollandais sont trop beaux, et surtout quand ils font du surf, et c'est ça quoi. Et donc forcément ça s'est imposé à moi quand il a fallu que j'écrive finalement. Et donc ça, ce qui est intéressant, c'est que tout de suite tu m'as dit que tu voulais écrire sur l'océan, les surfeurs et tout ça. Et que, bon, quand on te connaît, forcément t'es très politique, et puis bon là en fait il fantasme sur le mec bien gaulé, blond, voilà, donc Comme tout le monde. fantasme pas déconstruit du tout.
Et, mais parce que c'est ton fantasme de gamin aussi, et puis même on a le droit de continuer à fantasmer ça. Mais justement, c'est quelque chose que qui serait pas vraiment pertinent à caser dans les livres que tu as écrits jusqu'ici. Et alors que là, on peut s'amuser avec ça, justement, parce que dans l'érotisme, il nous faut aussi un peu de clichés, je pense. Qu'on comprenne tout de suite qu'on a un terrain commun quand même. Donc le coup de « Ah bah il y a une petite cabane, il y aura peut-être un homme caché dans la cabane. » Alors, tout le monde a compris le concept, quoi. Forcément, c'est excitant de pousser la porte en se disant qu'il y a peut-être un bel homme tout nu derrière. Bon. Donc, voilà, c'est un peu ça aussi. Tu nous amènes en terrain connu, d'abord. En terrain connu? Oui. Oh, d'accord. Ouais. Pas en terrain connu. Parce qu'a priori, c'est vrai que si tu nous dis je passe mes vacances à la plage et tout le monde est très beau, bon, on a compris un peu le concept. Et là, tu peux parler un peu d'autre chose. Oui, c'est rigolo, j'avais pas vu ça comme ça. Effectivement, je verrais mal des scènes comme ça dans mes romans publiés chez Blast où je parle de l'homophobie intériorisée et de c'est quoi de pédaler à Marseille. Donc peut-être que oui, il fallait effectivement un espace où déployer ça. Celui des vacances. Celui des vacances, celui des histoires PD, de pédale en fait aussi, il fallait cet espace littéraire là qu'on crée, donc cet espace littéraire un peu utopiste là qui n'existe pas. Très modestement. Et c'est marrant, j'avais pas vu ça, mais c'est vrai que c'est déjà revenu entre nous ces discussions, parce qu'on parle beaucoup de garçons quand même avec Antonin, parce qu'on en fréquente beaucoup aussi. Et c'est souvent revenu cette discussion de le lien entre le fantasme et le réel en ce qui concerne le désir, enfin l'objet du désir. Et j'avais pas trop réalisé que le surfeur blond stéréotypé était un fantasme pas déconstruit. Parce que je suis pas sûr que le fantasme soit l'endroit de la construction, de la déconstruction, puisque c'est une genre de manifestation d'un inconscient plus ou moins singulier ou collectif. Bon là c'est un peu trop concept, mais je n'ai jamais couché avec un fucking surfeur blond quand même, finalement. Et tu t'en portes Donc, bien ouais. Pas... Non, ça va. Je m'en suis remis. Puis là, je vous regarde et pas trop de surfeurs blonds ce soir, donc ça va pas être ma soirée. Mais, et quand on voit les garçons que je fréquente, que tu connais plus ou moins... il y en a même des magnifiques, mais qui sont pas forcément des surfeurs hollandais. Non. Et donc, justement, tu disais, tu commençais par dire que, évidemment, tu n'avais pas écrit toi-même tes questions, mais par contre, tu commences quand même ton texte par te citer toi-même. Oui, ouais. Voilà, parce que Je vous ai dit que j'étais égocentrique, hein, j'ai pas fait semblant. c'est ça. Donc là, pour les questions, tu me laisses parler, mais par contre, là, tu commences en fait déjà par nous expliquer un petit peu le contexte en fait d'écriture pour toi, qui est donc, comme pour nous tous, un défi. Parce que comme tu le dis, je ne sais plus avec quel mot. Dans ton dernier livre, ton dernier roman, tu écris « J'ai tendance à décrire uniquement le sexe qui se passe mal. Un jour peut-être j'écrirai un roman érotique, une romance où tout se passe bien. Un jour je rendrai belles nos sexualités. D'abord, je dois dire les complications de nos tentatives amoureuses inopérantes. » Donc, évidemment, il faut continuer à faire, il faut faire les deux. Oui, t'as fini Parce que la citation est terminée. Citation est terminée. Et après Et donc, ensuite commence le nouveau texte. J'ai écrit qu'un jour je rendrai belle nos sexualités. Ce jour est arrivé. La fiction éclate et se disperse sur le réel. C'est l'utopie qui se réalise. Puisse ce jour durer toute la vie. Quand même, voilà, mais tu vas pas cesser pour autant quand même. Le premier jour du reste de la vie, quoi. Oui, mais tu vas pas cesser, rassure-nous, d'écrire quand même sur la violence, parce que c'est quand même un de tes sujets. Non mais. Ouais. Mais ouais, tu vas pas passer comme ça du côté de l'autre côté entièrement, mais tu vas peut-être avoir un peu ces deux vies parallèles. Ouais, alors il faut que j'en écrive un chaque fois. Ouais. Non, c'est une blague. Il faut que je te demande quelque chose par rapport à ça. Non, mais c'est ce que je disais juste avant. Mais c'est pas vraiment, c'est peut-être une nouveauté pour toi d'écrire ça, mais tu renonces pas non plus à, à continuer de dénoncer la violence comme tu le fais souvent. Non. Et... Voilà. Non, mais c'est vrai que pour répondre un peu à cette question et à celle que j'ai pu poser à nos camarades, c'était aussi un défi, mais ça, on en a parlé. C'était grave un défi parce que vraiment, et ça tu le sais, ce qu'on a parlé, quand j'écrivais, à chaque fois j'étais là, puis je sais pas, le foutre, le sang, mais non mais arrête, genre, pourquoi tu veux qu'il crève, je sais pas, il y avait un truc de ce que j'écris normalement, c'est pas non plus d'une immense violence, je sais pas, je demanderai aux gens qui m'ont lu, mais bon, c'est assez dur quoi, voilà, parce que c'est la vie, donc c'est assez dur, et là, c'était vraiment un défi de me dire, non mais Baptiste, en fait, fais quelque chose, ouais, sans qu'il y ait de dureté
Parce qu'il y a tellement de dureté dans ce monde, et il y en a parfois dans l'espace sexuel aussi, donc, et aussi l'espace du fantasme, des projections. Et c'était dur de faire ça sans être niais, même si on assume aussi la part de niaiserie, de fantasme collectif d'ailleurs aussi, de clichés, tu vois, sur Farblon. Mais ouais, c'était vraiment dur de faire quelque chose sans être complètement niais, voire mielleux, c'est ça que moi que je voulais pas. Truc un peu, parce que ça peut être très vite être con, harlequin, de genre, il me regarde, je le regarde, je l'aime, il est beau, enfin... C'était très bien fait par nos camarades, je trouve. Mais des fois, la vie, c'est comme ça. Mais la vie, c'est complètement comme ça. Voilà. Et ça, juste, je me permets juste de dire, en fait, tu écris ça aussi parce que tu vas bien. Ouais. Et que... là, mais si. Et d'ailleurs, j'en parlais avec ta mère, qui me disait que c'était pas facile de lire, que c'était pas facile de lire aussi tes autres livres qui parlent justement de la violence que tu reçois, Oui. mais que tu les écris aujourd'hui où tu vas bien. Et que Oui. il est temps aussi d'écrire tes histoires d'amour qui se passent bien. Oui. Voilà. En tout cas dire. Oui, en fait, attends, juste pour finir sur mon idée, mais je crois que du coup, l'outil que j'ai utilisé pour pas être mielleux, ça a été l'humour, notamment. Peut-être un peu comme toi, mais différemment. Mais, et puis un peu aussi l'imaginaire, je suis dans un truc un peu magique, un peu chelou, enfin il s'envole. Et l'humour, parce qu'en fait, le point de départ, c'est, et ça je vais pas le lire, donc je vous le dis rapidement, mais le point de départ, c'est, il sort du mobil-home, il y a un mec qui tombe du ciel devant lui, il fait oh putain encore un, parce qu'en fait, il y a souvent dans la vie du narrateur un mec qui tombe du ciel devant lui, et après il est obligé de coucher avec lui, c'est que des beaux mecs à chaque fois, et là ça le fatigue un peu à force quoi. Donc là c'est complètement n'importe quoi bien sûr, et parce que ça n'existe pas, les gens ne tombent pas du ciel, pas comme ça en tout cas, et mais c'est marrant ce que tu dis sur ma mère. Waouh, je pensais parler de ma mère ce soir, franchement j'aurais pas parié sur ça. Mais surtout qu'elle était là à la dernière rencontre, moi la bouche que j'ai animée avec. C'est ça que je me permets, c'est qu'elle a déjà une existence publique. Oui, pour une existence les publique, habitués. notamment d'un fou rire quand Maupin a dit. Quelqu'un lui posait une question de quand est-ce que écrire t'a libéré, machin. Il a dit non, pas du tout, ce qui m'a libéré c'est de sucer une bite. Et comme il a dit en anglais, j'ai dû le traduire, donc j'ai dit ce qui m'a libéré c'est de sucer une bite, comme ça. Et le public a ri, dont ma mère qui a hurlé de rire. Et mon père était là, genre, c'est qui a rigolé, enfin, c'est ma mère, elle était aussi mort de rire. Pourquoi je raconte ça? Parce que là, c'est n'importe quoi. Tu nous lis quelque chose? Ouais, parce que là, il y a trop de digressions. Mais non, je voulais quand même finir une idée sur ce que tu disais, mais j'ai oublié. Non, mais c'est ça, oui. Et ce que tu disais, c'est le chant que tu avais donc ma mère, c'est que maintenant que ça va, ben, on écrit sur ce qui va pas. Bah ouais, c'est ce qu'on a fait là, cette collection qui va continuer, c'est aussi un espace où l'utopie se réalise, mais il n'empêche que je chéris toujours quand même l'espace de l'écriture où c'est la vie, où c'est pas l'utopie qui se réalise quoi. Souvent quand on écrit à la première personne et qu'on commence à écrire quand on est ado, on écrit parce qu'on va pas bien, enfin, clairement. Donc c'est bien de continuer, enfin je pense, à faire cet effort-là, parce que bah, c'est quand même un travail ce qu'on fait, c'est pas tous les jours, enfin des fois on aurait mieux à faire. Et de le faire aussi quand on va bien, enfin, documenter aussi. Non, mais... Oui, parce qu'il n'y a pas de il y a peu de traces de ça. Enfin, il suffit de. Maintenant je vais bien, j'arrête de vous en parler. Démerdez-vous avec tous les trucs tragiques que j'ai écrits avant. Maintenant, je vis ma vie bien, j'ai plus besoin d'écrire. Enfin, non, moi je trouve ça cool que on parle aussi un petit peu du reste. Ouais, il y a qu'à ouvrir n'importe quel journal intime ou journal. Ouais, pour voir que souvent c'est quand ça va pas et il n'y a pas de traces de quand ça va. Et juste avant de lire, et après on va poser, enfin vous allez, si vous voulez, poser vos questions. C'est ça aussi, donc c'est vraiment ce qu'a dit tout le monde, mais ça a aussi été un grand plaisir d'écriture, et ça je te l'ai dit tout de suite, c'était trop drôle en fait. Et c'est rare aussi, comme tu dis, dans notre travail, enfin occupation, obsession, qu'on se marre quand on travaille. Bon, allez, je vous lis un truc et après on passe à vous. Je suis allé chercher chaleur humaine. Mon amour, je l'aurai sur le bout de la langue, fin de la tyrannie du jour. Que dire, sinon s'enduire? Je me suis laissé emporter, transporter. Cette nuit n'est pas la mienne, mais à qui la voudra? Et alors, portrait, détaillé, une énigme. Je ne dirai pas grand-chose, je dirai tout. Vous imaginerez très bien, blond, brun, grand, petit, lunettes, pas lunettes, etc. Vous décidez, vous fantasmez. Vous allez projeter sur ce que je décris, et le visible en formera ensemble. Trouve enfin et se fixe sur l'entièreté de ce qu'il est, de dos.
aucune marque distinctive et pourtant, il y a comme un soupçon dans son déhanché quand il marche entre les pins. Il connaît l'endroit mieux que nous tous. Oh my God, qu'il est beau. Je le sais, j'en suis certain. Et il sait que je le suis. Il s'engouffre davantage dans la forêt rassurante. Curieusement, les arbres se font moins nombreux. Un autre chemin de terre et de sable entre les dunes. Une mobilette à pédales sur le bas-côté. Il l'enfourche. Il me regarde, ça y est. Je vois ses yeux. Les lucioles les ont éclairés. Ses yeux disent « Tu viens ?» Je viens. Il tape sur le cuir derrière lui, je monte. Je me mets bien dans l'axe. Il prend mes mains, il les met dans les poches de sa veste légère, il prend ma cuisse droite, cale toute ma jambe contre lui, que je puisse la poser sur le repose-pied. Pareil de l'autre côté. Il pédale pour démarrer. Druide d'enfer, j'adore. Le phare scintille, puis se fixe. Ils sont tous là. Ils nous regardent. Depuis le début, ils nous regardaient en fait. Ils nous suivaient. Des yeux. Des corps. On file droit devant. Je pose ma tête au creux de sa nuque. Je respire sa transpiration avant qu'elle ne sèche à cause de l'accélération. Il crie pour recouvrir le bruit du moteur. « Tu veux que je te chante la mer ?» Une poussière dans l'œil et le monde entier soudain se trouble. Je ferme les yeux et toute la beauté de l'océan sort de sa bouche pendant qu'on roule. Sur ces dunes brûlantes, je suis tombé amoureux un nombre incalculable de fois. Adolescent, j'attendais chaque jour l'arrivée des cars à l'entrée du camping. Par dizaines, ils sortaient. J'imaginais qu'ils avaient roulé des jours, des semaines. Rien que pour venir ici. Je voulais les lécher pour comprendre, pour tout savoir. Pourquoi venaient-ils de si loin? Les Landes étaient-elles si uniques pour que des centaines d'Hollandais viennent surfer ici? Au bord de l'eau, je les retrouvais, alignés. Je les désirais tous. Tous portaient le maillot un peu trop bas. Et je voulais tant me réfugier au creux de cette ligne tracée en travers de la hanche, celle qui indique l'endroit où le sexe naît. J'avais le bonheur de les deviner parfois à leur sexe, si le tissu était assez fin ou assez trempé, la forme du gland, le bout incandescent qu'avec ma langue. Ce que je veux dire, c'est que mon désir m'a été révélé ici, sur ces dunes. Depuis, bien des choses ont changé. Je ne fantasme plus particulièrement sur les surfeurs blonds. Et je suis même capable de faire l'amour avec quelqu'un à des centaines de kilomètres du littoral. Que sa peau ne soit pas salée, qu'importe. On arrive devant sa tente. Il montre l'océan posé devant. Il dit que le sel est son métier. Je lui dis qu'il me donnerait envie de boire la tasse s'il était l'océan. La peau de mon visage commence à me tirer. Je ne sais pas si c'est à cause de l'air marin ou de tous les bisous qu'il m'a prodigués après être descendu de sa mobilette. Zip, il ouvre la tente, j'entre, il entre, il la ferme derrière, zip, ma braguette, la sienne, en métal je veux la sentir, on se déshabille en miroir, on découvre en même temps nos corps qui se dénudent. Il dit que c'est injuste quand même, que moi je l'ai déjà vu ce matin, que j'ai déjà pu contempler lentement toute sa nudité, c'est vrai. Je l'ai imaginé si fort. Voilà. J'ébouriffe mes cheveux. Il s'allonge sous un drap blanc. Il devient l'écran sur lequel je projette tout. Le drap prend la forme exacte de la surface de sa peau, une enveloppe corporelle. Il ne bouge plus. Je peux voir la bosse formée par son sexe, une sculpture antique qu'aucun marbre n'a jamais rendue dans toute son exactitude. J'écris sur le drap pour moi. Je décris tout ce que je vois, j'ai inscrit tous les détails, je sculpte sans autre burin que mon regard. Il arrive à lire, il aime ça. Mes yeux, vraiment, c'est ça que tu y vois, et ma bouche, et mon sexe, et mes orteils, et la plante de mes pieds, et mes flancs, vraiment. Il se relève d'un coup, et le drap papillonne dans l'air un moment avant de nous recouvrir tous les deux. Je lui mordis l'oreille, il me suce le cou, je lui câline la nuque et les épaules, il trifouille mes cheveux, on s'allonge très doucement sur le sol de la tente tout en continuant à se caresser mutuellement, et on s'endormira comme ça, enlacés et presque en mouvement, dans un état exceptionnellement extatique, jusqu'au réveil de l'un ou de l'autre.
Merci. Merci. Si vous n'êtes pas trop pressé de vous dégourdir les jambes et que vous voulez nous poser 2-3 questions, on peut faire ça. Ou juste dire un truc que tout le monde entendra, vous pouvez. Sinon, on se lève et puis on continuera en petit comité. Mais bienvenue si vous avez quelque chose à dire. Comme je dis à chaque fois, pour avoir été... c'est vraiment un mec qui... en boucle. Pour avoir plus souvent été de votre côté... dans cette librairie, c'est souvent la première qui est la plus difficile, mais vraiment, si vous avez quelque chose à nous dire publiquement, n'hésitez pas, sinon après on pourra bien sûr parler. Hein. Moi j'ai une question. Oh, Est-ce que vous avez pensé à enregistrer vos voix sur vos textes pour faire des sortes de livres audio vu que c'est des formats assez courts et que c'est érotique? Ça peut être intéressant. pourquoi on fait pas ça? Il était brillant. Pourquoi on n'a pas eu l'idée? On est débiles. Non, alors pour le coup, moi, c'est pas moi qui l'avais fait, mais pour les histoires PD, il se trouve qu'on a eu plusieurs propositions Ah ouais. qu'on a acceptées évidemment. Ah ouais. Ouais, alors bon déjà, Laurent Héroux, il avait fait lui-même la sienne, parce qu'il y avait eu un appel à contribution de textes érotiques pour la radio de la CAFPO à Toulouse. Et donc bah, évidemment, Laurent voit ça, il le fait. Donc il a lu son texte, c'est passé voilà, sur cette web radio. Et sinon, il y avait en fait, ouais, il y a un podcasteur qui nous avait adapté 4. Ok. Ouais, ou 3. Ah, j'avais oublié ça. Ouais, il y a eu ça. Et ça marche trop bien. C'est vrai que c'est des trucs qu'on a envie d'entendre susurrer à l'oreille, quoi. Bah, cette question, ça pose quand même la grande question de la pornographie, notamment de la pornographie sonore, et qui, je crois, est de plus en plus à la mode. J'en profite, que je voulais faire en début de rencontre et j'ai oublié, pour juste dire un mot sur la fermeture actuelle de Pornhub à cause de ce gouvernement, d'un conservatisme, j'allais dire religieux. Et je pense que, ouais, faisons une tribune pour la réouverture de Pornhub, même si je pense quand même que le fait que ça ferme là, quand même, que depuis 2 jours et qu'on lance aujourd'hui, mais stratégiquement, Ouais, je pense que c'est on bien. est super fort. Parce Ouais. que, mais sortir de la littérature porno excitante, On comble un manque tout de suite. Enfin, on comble un manque et ça réapprend quand même, et ça a été une discussion qu'on a eue tous les deux aussi, et ben, à s'exciter autrement sur qu'avec l'image. Sur des contenus de qualité aussi. Non mais parce que même avec l'image, enfin, il y a du porno intéressant. Enfin voilà, c'est pas forcément laid et vulgaire. Et je pense que dans ce qu'on écrit aussi, c'est un peu ça qu'on. Enfin, c'est de l'éducation populaire en fait. Hein. Ah ouais, attends, Ah, si, oui, vraiment. bien sûr, oui, mais je la note, C'est pas un brillant. peu un anti-porno ce qu'on a fait quand même. Dans le côté justement. Un anti-mauvais porno. Oui, peut-être, oui, voilà, c'est ça que je voulais dire. Ah oui, oui. Quand vous parlez de mauvais garçons, de choses comme ça, c'est tellement récurrent aujourd'hui dans le porno qu'il faut qu'il y ait de la violence pour que Oui, ça soit la- excitant. Oui, la figure, oui, bien sûr. C'est pour ça. Oui, bah nous, on est à la fois, on embrasse et on réagit, quoi. C'est libre d'interprétation. Très bien. Quelqu'un d'autre? Juste, en fait, vous avez présenté tout le monde sauf Maël, je crois. Comme tu étais dehors. Oui, c'est vrai, Ouais, parce que alors qui es-tu, Maël? tu as débarqué en premier. Et ben, oui, bah, juste très rapidement, peut-être, parce que c'est moi qui ai présenté tout le monde. C'est pas grave, sinon je peux être. Non, mais c'est Bah, vrai que ouais. ça s'est vu. T'es quelqu'un qui fait quand même beaucoup de scènes ouvertes et de performances, j'ai envie de dire, même dans différents lieux. Ceux qui Et te connaissent te connaissent pour ça. Alors ouais, pas ouais. toujours nu, mais en tout cas te connaissent pas pour incarner tes textes. Oui, c'est vrai. C'est-à-dire que des textes, tu les publies quelquefois sur Instagram ou sur ton blog ou en revue, mais en fait, il y en a plein aussi qui sont inédits sous forme écrite, parce que tu les écris pour les dire en fait. Oui. Bah ouais. Et voilà, et on te filme et tu publies. Voilà, c'est aussi cette manière-là de lire qui c'est vu aujourd'hui, quoi. C'est pas la Oui. première fois, on va dire, de lire devant des gens. Ouais. Bah, en fait, je suis venu de Brest à Paris pour faire des scènes ouvertes, côtoyer un peu les scènes poétiques. Et donc, j'ai commencé à faire les scènes du Bœuf Monstre, je sais pas si tu connais. C'est dans le 13e et en fait, c'est vraiment un espace hyper safe, c'est trop bien, c'est dans un bar. Donc, et c'est beaucoup moins déstabilisant que là, dans une librairie, il y a du silence complet. Oui, c'est Parce que justement, dans le bar, il y a beaucoup de bruit, il y a beaucoup de choses. Et j'ai commencé comme ça. Enfin, j'avais commencé une scène à Brest, mais il n'y avait personne. Donc, voilà. Et c'est vrai que l'écriture aussi, ma manière d'écrire a peut-être un peu changé aussi grâce à ça.
comme tu disais, parce que oui, j'ai commencé à écrire avant tout, avant de les dire, et maintenant j'écris pour dire, quoi. Donc c'est un peu différent quand même. Ça se ressent aussi dans ce texte pour nous. Enfin, même si c'est la forme elle est poétique et la langue elle est tout à fait poétique aussi et très précise, très très incisive, mais il y a quand même une oralité quoi. Et d'ailleurs ça c'est, enfin, moi je l'avais pas entendu le lire et je l'avais pas lu au autre. C'est entendu là complètement, ouais. C'est parfait pour la scène en fait. Oui. Et pour le livre audio que tu vas nous faire. Sur les conseils de Mika, qui fera la direction artistique. Plus nombreux, plus Henri. Mais oui. Voilà. Je sais pas si j'ai bien répondu à la question, mais je pense que Moi, je trouve ça pas mal, ouais. Bon, c'est merveilleux. Quelqu'un d'autre? Alors, sinon, petite info pratique. Ah oui. Bien sûr, on peut acheter nos livres, mais pour ceux qui l'ont déjà acheté, parce que c'est le cas de plusieurs, pour le coup, vous vous adressez à nous directement. Les libraires vendent les livres, et du coup, ceux qui sont déjà vendus, c'est nous. Voilà, juste un petit détail technique. On s'en qu'ils l'ont commandé. Voilà. Et si vous connaissez déjà, parce que si vous avez déjà acheté cela, il y a les histoires PD que vous connaissez peut-être pas. juste derrière. Ouais. Et un petit peu sur le comptoir aussi, je crois. Et on a des marque-pages et des stickers. Bien sûr. C'est tellement bien fonctionné cette campagne de précommande qu'on s'amusait comme des petits fous. On s'arrête là. Ah non, une question. Non, mais Non, très bien. c'est pas vraiment une question, mais c'est plutôt pour rebondir sur ce que tu as dit quand tu parlais de l'éducation populaire. C'est pas si tant que ça au final. Et c'est même, c'est mal formulé ce que je dis, mais au final, quand on est, on n'a pas tous grandi en région parisienne, dans des grandes métropoles françaises, donc toi Brest et d'autres dans des petits villages de campagne, c'est vrai qu'on n'a pas de référentiel. Et le seul référentiel qu'il y a, et c'est connu, il y a le nombre de rapports parlementaires dessus, c'est la pornographie. Qui déjà d'un point de vue intellectuel bloque l'imagination, les écrans font un entrave à l'imagination. Et alors je dis pas qu'il faut recommander les pédales dans les lycées, parce que je pense que... Si. Sur le principe, oui. Les lycées, oui. Sur le fond... sur le fond, oui. Sur la méthode, on sait très bien qu'avec un gouvernement conservateur et des mentalités, c'est pas le corps enseignant qui se reposait. Non, les profs doc font leur taf, donc... Donc, oui, non. Il y a cette fameuse collection érotique pour ados, l'Ardeur. Voilà, et ça, c'est un truc qui n'existait pas. Mais même vous qui êtes plus jeune, quand vous aviez 15 ans, il y a 10 ans, ça n'existait pas en fait. Non. Donc c'est un truc hyper récent. Et moi, je crois vraiment que j'aurais adoré lire ce qu'on publie là quand j'avais 15 ans. Donc, justement, c'est ce que j'allais dire. Moi, du coup, je suis un chouïa plus vieux vu que c'est les années 90. J'avais pas ces référentiels-là, j'avais pas ces accès, et les seuls accès c'était la télévision où c'était toujours le PD grande folle en rose et qui tape le mari hétéro, et de toute façon le comic finissait toujours mal. Et c'est vrai qu'il n'y avait pas de littérature, il n'y avait pas d'accès, et donc au-delà du fait que l'école n'est pas accessible, est-ce que vous pensez avoir une campagne pour, dans des centres de sensibilisation LGBT ou d'accompagnement, les centres LGBT, est-ce que vous pensez faire des choses comme ça via cette littérature-là? Encore une très bonne idée. En fait, vraiment, pour nous, on a d'ailleurs un peu commencé la présentation par ça, il y a vraiment une dimension politique dans notre travail, et donc on adorerait faire ça. Après, on est écrivain, éditeur, on essaye, mais après tout ce travail de communication, de démarchage, c'est un peu... Je ne sais pas comment on fait. Mais on nous proposerait de le faire, je dis oui direct. Parce que oui, il y a vraiment cette idée-là. Et si, d'ailleurs, si on a choisi ce format pas cher, mais aussi un peu marrant, c'est parce qu'on sait que s'il y a écrit dessus ceci est un tract woke, il y a plein de gens qui ne vont pas le lire, parce qu'ils ont juste envie de ne pas se prendre la tête, de lire un truc marrant et un peu cul. Et que justement, on a envie d'adopter aussi des codes un peu mainstream et un peu rigolos pour faire notre propagande un peu en sous-main. Et parce que sinon, on s'adresse qu'aux déjà convaincus. Et là, d'expérience avec les histoires PD, j'ai vu comment elles étaient parfois lues, notamment quand les gens en parlaient sur Insta et me taguaient dedans, je voyais, ah ouais, je regarde après le feed de la personne, je dis, ok, quelqu'un qui lit ça d'habitude s'intéresse, des gens clairement qui n'auraient jamais lu un truc militant, mais comme c'est pas cher, qu'il y a de la couleur et des images, ils ont lu ça, et mine de rien, on convertit les gens. Donc voilà, après, allez clairement présenter ça dans un centre, je sais pas, dans une campagne de sensibilisation et tout, ce serait dans la suite logique, quoi.
Juste deux petits trucs pour aussi répondre. Déjà sur ce que tu dis, on n'a pas tous grandi à Paris, je crois que là on est bien représentatif, hein, parce que je suis marseillais, t'es de Brest, t'es de l'Est, c'est pas de bêtises. T'es bien suisse, on est d'accord. Hein. Voilà. Normalement, aucun de nous n'a grandi à Paris. Non, mais voilà, une parenthèse. Et pour ce que tu dis, pour information, j'étais à Marseille il y a quelques jours, et la première chose que j'ai faite, c'est que j'ai descendu des exemplaires chez moi, et que je suis allé dans 2 centres. Je suis allé à Mémoire de sexualité, qui est un vieux centre d'archives marseillais, et au nouveau centre LGBT marseillais qui existe enfin, et qui ont une bibliothèque autogérée, et ils ont nos exemplaires. Donc, en fait, et je crois qu'on a cette démarche-là, si je me trompe, que ces livres-là sont aussi disponibles dans des espaces autogérés, des bibliothèques, etc., où quiconque qui vient pour ça peut les trouver, ou qui vient pour autre chose peut les trouver aussi, quoi. Et si C'est vous, notamment la mission du centre LGBT. si vous les achetez, c'est aussi pour nous faire des sous, parce qu'on a l'intention d'en offrir pas mal. Et justement, on offre au centre LGBT, on offre des petites bibliothèques autogérées. Enfin, une bibliothèque autogérée à Aubenas, en Ardèche, à qui j'ai offert les histoires. Voilà, donc vous financez ça, en fait, aussi. Waouh. Donc ça, c'est vraiment, c'est vraiment l'éducation populaire quand même, hein. Voire du communisme. Voilà. Merci. On s'arrête là. On s'arrête pas là. Enfin si, levez-vous. Mais que quelqu'un nous prenne en photo, pardon, parce que je ne faut pas que j'oublie. Le photographe en chef.